Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début d'année 2019 et qu'il me soit permis, avant de vous plonger dans cette actualité africaine qui sera consacrée à deux pays, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Je voudrais donc, comme cela est aujourd'hui de coutume, vous adresser à tous, de plus en plus nombreux à nous suivre, mes voeux les meilleurs pour l'année 2019. Mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité, de succès à vous tous qui nous suivez et à tous ceux qui vous sont chers. Pour analyser et commenter avec nous cet après-midi cette actualité africaine, nous avons l'honneur, une fois de plus, de recevoir sur le plateau de Diaf TV Kerwin Maïzo, expert sur les questions africaines et de la RDC en particulier. Kerwin Maïzo, heureuse année 2019 et merci d'avoir accepté notre invitation de nouveau ce jour sur Diaf TV. Bonjour Monsieur Ngassa, bonjour à tous, merci beaucoup pareillement à tous les téléspectateurs. Je souhaite mes vœux de bonne année, comme on dit en République démocratique du Congo, prospérité économique, paix, accomplissement personnel à tous pour cette année nouvelle. Merci Kerwin. Alors, en face de Kerwin, on a donc une fois de plus, en ce début d'année 2019, l'honneur de recevoir sur le plateau de Diaf TV Abdelaziz Mondé. Heureuse année 2019, Abdelaziz Mondé, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup. Heureuse année pour ceux qui célèbrent cette année civile selon le calendrier grégorien. Oui. Et surtout aussi de dire aux Africains qu'il y a beaucoup d'autres années, beaucoup d'autres calendriers qu'il faut tenir en compte, notamment le calendrier africain. Vous savez que vous avez l'Hégire, le calendrier musulman 1441, le calendrier berbère. Je salue le royaume du Maroc qui a reconnu le calendrier berbère. Nos frères de Kabylie se battent pour l'Algérie pour que le calendrier soit reconnu. À Paris, vous voyez les Chinois célébrer le Nouvel An chinois, vous voyez les Sri Lankais le faire. Et je souhaite que les Africains aussi, ils ont adopté le calendrier grégorien. Donc, bonne année pour cela. Mais que nous continuions à travailler pour que, africainement, nous puissions aussi avoir voix au chapitre. Merci pour cet éclairage et surtout pour cet enseignement que vient de nous livrer une fois de plus Abdelaziz Mondé. Alors, nous sommes cet après-midi donc sur Diaf TV dans un format que vous avez déjà eu l'occasion de suivre, c'est le point Diaf TV. Alors, ce point commencera par l'actualité en RDC, une actualité qui est consacrée aux derniers événements électoraux où on élisait le président de la République. Les résultats qui étaient pourtant prévus pour être publiés ce jour ne sont toujours pas publiés. Kerwin Maïzo, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, alors que l'événement électoral, notamment cette présidentielle, a été reporté du 23 décembre pour le 30, qu'on ne soit pas capable, une semaine après, de publier le verdict des urnes? Cela corrobore la qualité chaotique de ces élections. Et on ne peut pas attribuer cette qualité chaotique des élections qu'à l'incompétence, encore faut-il qu'il soit incompétent, de M. Corneille Nangaa, qui est le responsable numéro 1 de la centrale électorale qu'on appelle la CENI, Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Cela est dû au fait que, depuis qu'il est au pouvoir, Joseph Kabila s'est engagé dans une entreprise de conservation et de pérennisation du pouvoir. D'abord par le goût du lucre, par le goût du pouvoir, mais parce que aussi le pouvoir, pour lui, c'est une question de vie ou de mort par rapport à sa sécurité. Donc, monsieur freine de quatre fers pour ne pas quitter le pouvoir. Et ces reports, déjà des élections de 2 ans, ensuite d'une semaine, et les reports de la publication des résultats participent à ces processus de pérennisation et de conservation du pouvoir. Tant que M. Kabila ne verra pas clair par rapport à lui, à sa sécurité et aux siens, au-delà de voir clair par rapport à la conservation du pouvoir, il mettra tout en œuvre, il freinera des quatre fers pour que les résultats ne soient pas publiés. Donc on a commencé d'abord par une logique démocratique, c'est-à-dire électorale, et on est passé à une logique politique. Au lieu de publier les résultats des élections, ce qui est tout simple, on veut négocier ces résultats pour nommer électoralement un candidat qu'on aura choisi
afin que ces candidats puissent être une espèce de continuité, la continuité du système Joseph Kabila, mais aussi qu'il soit une espèce de gardien des temples officiels. C'est lui qui garantit la sécurité de tout le monde, bien qu'en coulisses, Joseph Kabila sera toujours à la manœuvre. Est-ce que Karim Maïso n'est pas là simplement en train de charger un gouvernement qui a peut-être des difficultés logistiques pour s'approprier tous les différents procès-verbaux dans les différentes régions du pays, quand on sait que ce pays est un très grand pays et que les différentes voies de transfert de ces éléments importants pour publier les élections ne sont pas toujours au fait pour faciliter les choses. Nemo auditur turpidinem suam allegans. On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. L'ONU lui a proposé de la logistique. En 2011, ils avaient besoin, par exemple, de 50 aéronefs. Là, ils n'en ont que 20. L'ONU, c'est-à-dire la MONUSCO, lui a proposé la logistique. Il a refusé. Monsieur a dit qu'il a bien travaillé, qu'il a construit des routes. Pourquoi pas peut-être des autoroutes et des aéroports? Pourquoi nous parler des défis logistiques? Est-ce que le Canada ou la Russie prétendent qu'ils ont des problèmes logistiques? Les élections en Russie sont organisées même en oral. La Russie ne vient pas se plaindre. 20 ans au pouvoir, avec les contrats chinois par exemple qu'ils ont signés, en bradant les sous-sols du Congo contre quelques milliards, on aurait résolu les problèmes logistiques. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient animés de bonne volonté, d'autant plus qu'ils se sont volontairement tiré une balle dans le pied en coupant, par exemple, Internet. Alors, lorsque vous coupez Internet, comment voulez-vous utiliser vos mails, utiliser... Bon, j'ai dit, le vote électronique est refusé, certes. Mais, dans des bureaux de vote, pour avoir très rapidement certaines choses, on n'utilise pas que les télégrammes. On a besoin des mails, on a besoin des SMS. On a besoin peut-être de WhatsApp pour, je sais pas moi, vérifier une info, par exemple à l'étranger. Là, il n'y a ni Internet, ou il y a Internet, mais bon, on a restreint l'envoi des vidéos, l'envoi des fichiers lourds, on a coupé tous les réseaux sociaux et on a coupé les SMS. Alors, on ne peut pas plaindre un tel gouvernement. Ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. Alors, Karim Maïso, le constat qu'on peut faire également à ce jour, hein, où de l'aveu même du gouvernement, les résultats devaient être publiés, c'est qu'aucun des candidats à cette présidentielle n'a pu mettre à disposition du public les procès-verbaux. Comment expliquer cela? N'ont-ils pas eu chacun des représentants dans chaque bureau de vote pour être capable aujourd'hui de donner à l'opinion publique congolaise et même à l'opinion internationale des éléments qui permettent de donner une allure, une tendance de ces élections? Le problème ne doit pas être posé en ces termes. Tous les candidats, du moins les plus grands, en termes de popularité, avaient leurs témoins. Et les organisations internationales, je vais dire africaines, parce que l'Afrique aussi fait partie de l'international, acceptées dans ce processus, avaient des observateurs. Mais si personne ne prend les risques de donner les résultats, c'est d'abord, un, parce que la loi électorale interdit, de deux, parce que le pouvoir de Joseph Kabila a placé cette affaire comme une espèce d'épée de Damoclès sur la tête de tous les candidats. C'est lui qui osera donner des résultats, d'autant plus que ces résultats sont défavorables au camp de Joseph Kabila, va se retrouver en prison. La journaliste de RFI est soupçonnée, Florence Maurice est soupçonnée, je dis bien soupçonnée d'avoir donné des tendances. Première des choses, signal RFI coupé. Deuxième des choses, on lui retire son accréditation et en un temps, 2 mouvements, elle est dans un avion, aujourd'hui elle est à Paris. L'opposition sait que le pouvoir peut, si j'ai dit opposition, moi je mets toujours entre guillemets, parce que pour moi c'est une opposition d'accompagnement. L'opposition sait que le pouvoir n'attend qu'une occasion pour annuler par exemple ces élections et tout reprendre à zéro. Et le pouvoir n'est pas avare des provocations pour mettre l'opposition en mauvaise posture par rapport à la loi électorale. Donc, tous les candidats se montrent prudents. Tenez. L'Église catholique avait 40 000 observateurs. Justement.
Et ces 40 000 observateurs étaient dotés des 40 000 téléphones fournis par la plateforme politique, la MOUCA, c'est-à-dire la plateforme de Martin Fayoulou. Oui. On sait que derrière lui, il y a les multimillionnaires, s'il n'est pas milliardaire, Moïse Katumbi. Oui. Il y a le multimillionnaire, le fils d'un milliardaire, Jean-Pierre Bemba. Et d'autres personnes. Mozito, c'est un ancien premier ministre et sa fortune s'élève en millions. Donc, ils avaient le moyen déjà de former et de fournir en logistique leurs observateurs. Ils sont 40 000. La Senco a ses résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour avoir donné une conférence de presse où il a cité les noms des personnes, l'abbé Nchole et son responsable, l'abbé Nchole, c'est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, la Senco, et son responsable, c'est-à-dire l'abbé Fridolin Ambongo, ont été convoqués à la présidence où ils se sont fait tancer par le président de la République par rapport à cette tendance à vouloir donner des résultats. Donc, si personne ne donne les résultats, je crois que le tout Kinshasa est au courant des résultats. Mais moi, j'observe quelque chose, c'est que dans ce qu'on a pu lire dans les médias, c'est une tendance qui est donnée et pas les résultats. Qu'est-ce qui empêche vraiment, et de ce que j'ai pu lire dans le quotidien, je crois que c'est un quotidien congolais, c'est que les tendances ne sont pas interdites. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit que sur les 20% des bulletins de vote collectés, on dit que Fayoulou serait en tête. Qu'est-ce qui fait problème pour qu'on ait une tendance? On est d'accord que c'est la CENI qui, définitivement, dira qui est vainqueur, mais sur la tendance. Dans la communication du ministre de la communication du gouvernement Kabila, Jean Lambert Mende, on ne voit pas la différence qu'il y a entre donner une tendance et donner des résultats. Parce que pour eux, que ce soit tendance ou résultat, c'est de nature à amener à un soulèvement populaire. D'où les gens se montrent prudents. Je dis bien, la journaliste de RFI n'a même pas donné des tendances. Parce que moi, j'écoute généralement cette radio, j'y ai bossé même. En tout cas, ça a dû m'échapper peut-être. Je n'ai même pas entendu des tendances. Et RFI s'est justifié que l'air journaliste est innocente, elle ne l'a pas fait. C'est ainsi que je parle même de soupçonner. On l'a soupçonné de donner des tendances. C'est que la loi électorale n'interdit pas. Mais vous avez vu la sanction. Justement, c'est ce que je précisais. La loi électorale congolaise n'interdit pas de donner des tendances, puisqu'il y a des scrutateurs. Et comment se fait-il que des ténors quand même, qui sont derrière Fayoulou, ou encore même les autres participants, n'aient pas aujourd'hui fait mention de quelque tendance que ce soit? C'est pour éviter ce que Martin Fayoulou a dit en anglais sur Al Jazeera, de tomber dans la provocation. Parce que le pouvoir peut se servir, ne fût-ce que d'une tendance qu'on aurait donnée publiquement, pour chercher noise à la personne qui l'aura fait. Donc, par prudence, tout le monde préfère se taire en se disant qu'il y a des résultats qui sont à peu près garantis et on va voir que va faire le pouvoir d'alias Joseph Kabila. Quand vous dites des résultats à peu près garantis, c'est garanti par qui et garanti comment? Mais quand je dis garanti, c'est-à-dire que toutes les personnes, les témoins, les observateurs, la plupart avec qui je parlais, disent que l'écart est tellement grand qu'il faut un acte de bravoure ou un acte de dictature pour changer ces résultats. C'est ainsi que, en fait, c'est l'écart qui me fait parler des garanties. Si c'était juste sur un mouchoir de poche, là on dit, bon, voilà. Mais l'écart est tellement grand que si la CENI s'est comportée honnêtement et en responsable, je veux dire en organisme responsable, on donnera, la vérité des urnes sera connue. Mais disons que jusqu'à preuve du contraire, l'écart dont on parle ici, c'est sur seulement 20% des bulletins de vote collectés. 20% pour la CENI qui prend tout son temps pour compiler les bulletins de vote, mais pas 20% pour la Senco qui a les résultats d'un tiers des bureaux de vote. Il y en avait à peu près 80 000, un peu plus de 80 000. Ils en ont collecté un tiers et la Senco parle d'échantillons représentatifs. Donc cet échantillon est représentatif et donc on s'est dit,
on ne voit pas comment ça peut basculer lorsqu'on va continuer à terminer les résultats. D'autant plus qu'ils ont déjà fait des calculs, je vais dire, ils ont fait une espèce d'arithmétique régionale du Congo. Dans les régions qui n'ont pas encore dépouillé, ce sont des régions qui sont généralement favorables à Martin Fayulu, par exemple. Ou à Félix Tshisekedi, mais pas au point de lui faire rattraper, par exemple, son retard. Et quant à Emmanuel Shadari, les bilans de son camp, les bilans de Joseph Kabila, plaident en sa défaveur, d'autant plus qu'en tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a profané les églises et c'est lui qui a massacré certaines personnes. Officiellement, même s'il était sous ordre, le ministre de l'Intérieur qui est en charge de la police, c'était lui. Tout ça, ça plaide contre lui. Je ne vois pas comment une population, surtout celle des grandes villes aussi politisées, pouvait voter par exemple pour Emmanuel Ramazani Shadari. Kevin Mayezo, peut-on convenir aujourd'hui à la lecture des choses telles qu'elles se déroulent aujourd'hui en RDC, qu'on est là en phase de vivre un hold-up électoral? En 2011, déjà en 2006, on a vécu un hold-up électoral en défaveur de Jean-Pierre Bemba, au profit de Joseph Kabila. En 2011, on a eu Joseph Kabila qui est tombé dans la politique congolaise comme un cheveu dans la soupe. En face d'Étienne Tshisekedi, l'homme politique le plus populaire du Congo. Il y a eu un hold-up électoral. Et pour cela, ils ont fait un essai en annulant le dernier meeting juste avant l'élection entre Joseph Kabila et, disons, les meetings du camp de Joseph Kabila et les meetings du camp d'Étienne Tshisekedi qui devaient se tenir côte à côte. L'un au Palais du Peuple, l'autre au Stade des Martyrs. Les deux sont ensemble. Quand on a vu que chez l'un, il y a des centaines de milliers, pour ne pas parler des millions de personnes, allaient se déplacer pour assister à un meeting. Et que de l'autre côté, il fallait par exemple payer les gens, soudoyer les gens pour que les gens viennent. On a annulé le meeting, la population n'a pas réagi. Et ensuite, on a quadrillé la ville. Il y a eu un hold-up électoral en défaveur d'Étienne Tshisekedi. Ce pouvoir est en confiance. Rien n'exclut, s'il n'y a pas une menace extérieure, qu'il repasse en force. Parce que militairement, ils tiennent les pays. Hein, sur le plan renseignement, sur le plan militaire, ils tiennent les pays. Ils tiennent la population, ils tiennent les politiciens. Ils les tiennent par des chantages, mais ils les tiennent aussi militairement, ils les tiennent policièrement. Donc, on n'est pas à l'abri d'un hold-up électoral. Il n'y a qu'un soulèvement populaire, par exemple, improbable pour le moment, parce que la colère bout. Il y a un soulèvement populaire qui peut faire changer les choses, ou des vraies menaces réelles de ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu, par commodité des langages d'appeler communauté internationale. Ben oui, justement, vous me donnez là un bon prétexte. Si on va faire une comparaison entre les événements de 2011 et ceux de 2018, on peut quand même reconnaître que la position de certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, et celle de l'ONU, est quand même assez tranchée sur la situation actuelle. C'est-à-dire que, très concrètement, on a pu constater quand même que les États-Unis, l'ONU, veillent à ce que le résultat des urnes, dont le bon résultat, soit donné. Non. Quel est votre avis là-dessus? Non, il y a une subtilité dans leurs propos. Déjà, la MONUSCO a fait semblant de ne pas voir que les élections étaient chaotiques. Ils ont 200 observateurs à travers leur centrale électorale. Ils ont fait semblant, et Mme Zerougli, la numéro 1 de la MONUSCO, c'est-à-dire la représentante de M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est aux abonnés absentes. Elle est silencieuse, elle n'a rien vu. La radio de l'ONU, Radio Okapi, qui est la plus grande radio du Congo, qui a couvert les événements, qui avait des envoyés spéciaux dans toutes les provinces, devient aphone. Il y a même un article de presse là-dessus. Curieusement, Radio Okapi devient aphone. Quant aux Occidentaux, ils parlent de la vérité des urnes. Or, tout le monde sait que l'urne ne donne que en retour, ce qu'on lui a donné. Or, qui gère l'urne? C'est Corneille Nangaa qu'on accuse d'être proche du pouvoir. Donc, eux, ils vont se montrer légalistes. C'est-à-dire, pour eux, la vérité des urnes, ce n'est pas le nom du candidat qu'ils ont peut-être là maintenant, qu'ils savent. Pour eux, ils vont se contenter, apparemment, du nom que Corneille Nangaa va leur donner après compilation des résultats.
Vous savez, si tous ces pays étaient sincères, ils allaient tout simplement citer un nom en disant, bon voilà, selon les informations que nous avons, telle personne a été élue, publiez-les. Au lieu d'avoir des phrases passe-partout du genre, ouais, il faut publier les vrais résultats. Mais quand Corneille Nangaa va publier les résultats, qui ne nous dit pas que les Occidentaux vont accepter ces résultats comme étant de vrais résultats? C'est ça la nuance. Et la subtilité, il suffit pour cela d'avoir subi tout ce qui a été dit parce que c'était une réunion à huis clos au niveau du Conseil de sécurité. Nous sommes dimanche aujourd'hui, le jour où on enregistre, 2 jours avant. Il y a eu une réunion à huis clos. Les Russes, les Centrafricains, ils avaient leur point. Les Sud-Africains, déjà, ils minimisaient ce que la SENCO avait dit. La SENCO, c'est la société civile. Ce n'est pas une ONG comme ils veulent le dire. Ah, la SENCO, c'est une ONG, ils peuvent faire des déclarations comme tout le monde. Déjà, on voit déjà l'Afrique du Sud, question d'intérêt. Maintenant, la France, la Belgique et les autres pays de l'Union européenne, à les entendre parler, parce qu'ils ont même eu du mal à avoir un communiqué, une déclaration commune à la fin. À les entendre parler, c'est oui, ils veulent les vrais résultats, mais les résultats qui doivent être publiés par la CENI. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, allez au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est aux ordres. Et quand la Cour constitutionnelle aura validé les résultats, ça sera des résultats réels que les Occidentaux accepteront. Il y a un chercheur qui connaissait bien le Congo, il s'appelle Jason Stern. Son institut de recherche est rattaché à l'université de New York. Il a dit qu'un grand diplomate occidental lui avait dit que pour les Occidentaux, la seule chose qui les importe, c'est que Kabila désigne un dauphin. Et même si ce dauphin est élu par fraude, ils vont s'en contenter. Donc là, il faut mettre sur la balance les intérêts économiques. Le Congo, c'est le premier producteur mondial de cobalt. Et pour le moment, le cobalt joue un rôle important dans les batteries des voitures électriques. Parce que les énergies fossiles, avec l'écologie qui a pris de l'ampleur, les énergies fossiles n'ont plus la cote. Et le pétrole n'est pas une énergie inépuisable. Donc, le Congo, à part les coltans, le Congo, c'est un enjeu économique important. Et ce qui compte pour les Occidentaux, ce n'est pas ce que les Congolais élisent. Ce qui compte, c'est est-ce que le président élu au Congo saura-t-il garantir les intérêts des Occidentaux? Ça, c'est la seule considération. Donc, je prends avec beaucoup de circonspection leur déclaration. Alors, vous semblez donc épouser la thèse d'un complot. Est-ce que vous avez suivi cette rumeur qui s'est répandue depuis quelques jours en RDC, faisant état de ce que Kabila aurait organisé la passation de pouvoir à son défunt Shadari? Qu'en est-il très concrètement? C'est l'avant-dernière question et puis nous conclurons. Bon, je suis pas adepte de la théorie du complot déjà. Oui. Je suis en train de constater des faits et d'analyser des faits. Kabila a surpris tout son monde, son camp, en désignant Emmanuel Shadari comme dauphin. Aussi longtemps qu'il y avait des poids lourds dans son camp, tels que l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, et il y en a d'autres. Par exemple, Aubin Minaku, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Mais il a choisi Emmanuel Shadari, qui était sous sanction, qui est d'ailleurs sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis, et qui traîne une réputation sulfureuse. Donc, il sait pourquoi il a choisi. Et il l'avait choisi pas pour qu'il perde, mais pour qu'il y ait continuité. Donc, il fera tout pour que Shadari les succède. Ça, c'est l'idéal pour lui. Mais la pression électorale, la pression des électeurs congolais l'a obligé à envisager d'autres schémas. Donc, dans le mouchoir de poche électorale, dont les 3 candidats qui sont arrivés, qui seraient, arrivés en bout de course, il y a son dauphin Shadari, il y a Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Or, derrière Martin Fayoulou, il y a 2 ennemis personnels de Joseph Kabila, c'est-à-dire Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Donc, pour lui, Fayoulou, une fois au pouvoir, le met en danger parce que Katumbi et Jean-Pierre Bemba seront à la manœuvre. Donc, il ne lui reste plus que
Félix Tshisekedi. Or, Félix Tshisekedi, lui, il a un parti structuré, c'est l'UDPS. Le seul parti politique qui couvre tout le pays, déjà. Et son fief électoral, je vais dire, sur le plan linguistique, parce que le Congo, c'est 4 grands groupes linguistiques, les Bangala, les Swahili, les Bakongo et les Chiluba. Or, pour Félix Tshisekedi, il a une base, un socle d'électeurs qui non seulement votent peut-être avec leur tête, mais ils votent d'abord pour leur cœur et leur tribu. Et pour eux, c'est presque religieux. Je dis pour une partie, hein, pas tous. Il y a vraiment un noyau dur des radicaux. Pour eux, cette affaire de l'UDPS, ce n'est plus un parti politique, c'est une religion. D'autant plus que pour eux, ils disent le premier président, Kasavubu Mukongo, le deuxième président, Mobutu Mungala, le troisième président, Laurent Désiré Kabila, Swahili, le quatrième président, Joseph Kabila, pour les uns, c'est un Swahili, pour les autres, c'est un rwandophone. Donc, même pas congolais, pour beaucoup. Même pas congolais. Il n'y a que pour être dans la catégorie de ceux qui n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. Alors, sur la rumeur. Donc, c'est ainsi que Joseph Kabila peut utiliser cette faille pour déjà diviser l'opposition, essayer de proposer ce poste à Félix Tshisekedi pour faire un gouvernement d'union nationale avec Emmanuel Shadari. Donc, bon, on parle de rumeurs. Ce n'est pas qu'une rumeur. C'est au fait, il y a un faisceau d'indices qui montre que Joseph Kabila, si les choses ne dépendaient que de lui, ça serait Emmanuel Shadari. Mais à son corps défendant, il peut toujours essayer de manœuvrer, soit faire annuler les élections et dire qu'il n'y a pas d'argent, il faut attendre 2 ans pour recommencer parce que c'était chaotique. Remarquez, lorsque les élections étaient chaotiques, il a laissé toutes les caméras du monde voir ça, les chaos, pour déjà donner à la Cour suprême un joker du genre, bon, annuler ces élections, on va prendre encore 10 ans pour réorganiser les élections. Joseph Kabila, sachant que la base électorale de Félix Tshisekedi est très politisée, c'est eux qui peuvent lui poser problème. Si demain il y a un soulèvement populaire, c'est eux qui peuvent se mobiliser plus que tout le monde parce qu'ils sont hyper politisés. Donc, pour affaiblir l'opposition, il faut mettre cette base électorale de son côté et les diviser de tous les autres. Donc, il peut avoir tendance, en bon calculateur, d'amadouer Félix Tshisekedi et de les séparer. Déjà, ils ont eu un conflit à Genève, hein, lorsque ils sont allés faire une plateforme commune de l'opposition. Donc, il peut avoir tendance à négocier avec lui, de telle sorte que, à lui proposer, par exemple, un ticket post-électoral Shadari, Félix Tshisekedi, pour isoler Martin Fayoulou. Tout est possible. Mais pour Joseph Kabila, il ne lésinera sur aucun moyen pour non seulement conserver le pouvoir, peut-être s'y pérenniser. Alors, pour conclure donc sur l'analyse de la situation actuelle en RDC, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être la suite de cette situation pour laquelle on est toujours dans l'attente des résultats? Ben, il peut se passer beaucoup de choses. Mais une des choses la plus plausible, d'ailleurs les Américains l'ont vu et ils ont anticipé, il peut y avoir des émeutes. Le peuple congolais, généralement et globalement, ne supporte plus ce pouvoir. 20 ans, c'est trop. Et ça suffit. Donc, ils sont prêts à aller dans la rue pour recouvrer leur liberté. C'est ainsi que les Américains ont envoyé 80 personnes bien équipées à Libreville. C'est une information officielle. Le président Trump a écrit au Congrès pour leur donner l'information, c'est-à-dire aux parlementaires, aux sénateurs et aux parlementaires, pour leur donner l'information qu'il a envoyé des troupes américaines à Libreville, des troupes en prévision de ce qui peut se passer en République démocratique du Congo. Mais les gens oublient. Pourquoi ils se disent qu'ils ne sont que 80? L'Africom se trouve au Congo. Ces troupes-là, hyper équipées, viennent à l'appui de l'Africom. Donc, il peut se passer des émeutes. Mais s'il ne se passait pas des émeutes, on aura une espèce de transition. C'est-à-dire, après tout ce qu'on a connu, le pouvoir qui arrivera, ça sera un pouvoir de transition.
ils vont prendre beaucoup de gens dans la société civile, peut-être dans l'opposition, pour remettre de l'ordre dans le pays, faire par exemple un recensement, savoir qui est qui, donner des pièces d'identité. Les Congolais n'en ont plus depuis 20 ans. Parce que le pouvoir n'a jamais voulu identifier les Congolais, essayer de remettre les pays sur pied sur le plan économique et réorganiser des bonnes élections avec un gouvernement qui pourra maintenant travailler pour le développement du pays. Mais les premiers gouvernements, celui qui peut sortir de ces élections, ça sera un gouvernement politique qui viendra là que juste pour réparer les dégâts que la crise politique, entre guillemets, parce qu'il y a aussi une guerre d'agression, ça je ne l'ai pas oublié, mais s'il faut parler du microcosme, il y a une crise politique, ça a laissé beaucoup de dégâts, et ce gouvernement sera un gouvernement de transition pour réparer les pays et les restaurer et donner aux successeurs du gouvernement juste après l'électoral un pays en ordre de marche. Merci Karim Maïzo pour cette analyse de la situation actuelle en RDC. On a donc bien compris que si les résultats qu'attendent encore les Congolais et même le monde entier ne reflétaient pas la réalité des urnes, c'est un Congo totalement embrasé qu'on risquerait de vivre dans les prochains jours. Et en une phrase, j'ajoutais seulement une chose à l'endroit de nos téléspectateurs. Il y a eu des élections au Bangladesh, il y a eu des fraudes. Aucun communiqué, personne n'en parle. Mais pourquoi on parle le temps du Congo? C'est à cause du cobalt et du coltan. Merci Caroline pour tous ces éclairages. Merci encore à vous qui nous suivez. Nous allons à présent, après avoir donc parlé de l'actualité congolaise, recevoir Abdelaziz Mondé pour nous faire un décryptage sur les événements récents du Cameroun, notamment le dernier le dernier remaniement ministériel. Abdelaziz Mondé nous dira tout à l'heure ce qu'il en pense. A tout de suite, le temps de marquer une pause.